Peuple, moi, qu'explique aux autres bien. Bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire, votre émission Chou pour tête. C'est le rendez-vous des constructions, chercher de nouvelles alternatives, vous déjà connaître. Et pour cette fin d'année où règne, non, j'ai envie de dire, où il y a embouteillage, beaucoup d'embouteillages, la pluie, soleil, on est en Martinique. Hein. Et qui dit Chou pour tête, dit une équipe. C'est-à-dire, Ulrich. On a 4 mètres, ok. Ou là, qu'à bâcher, qu'à réfléchir, qu'à travailler. Qu'à travailler, qu'à goumer, ouais. Qu'à goumer, tranquillement. Qu'à jouer. Entre autres dédicaces également à Audrey qui devait être de nous de ce soir, mais malheureusement n'a pas pu être présente. Et ce soir, nous allons continuer avec l'équipe de Zouk TV, j'ai envie de dire. On la voit chaque semaine via une émission Le Kiosque. Bonsoir mon invité. Bonsoir à tous. Belle bonsoir à tout le monde. Tu peux te présenter, madame Karine Thérèse, martiniquaise, militante dans la vie associative également, syndicaliste et aussi un petit peu de politique parce qu'il faut bien ça pour changer le pays. Beaucoup de politique, mais bon, ça on va en parler tout à l'heure. C'est en lien avec le militantisme. Exactement. Donc, Madame Karine Thérèse, comme je disais, l'émission Le Kiosque tous les vendredis et puis sinon visible sur les réseaux sociaux. Les récaps de la semaine, beaucoup de choses à dire. Donc voilà, elle sera des notes ce soir pour faire le récap de l'année 2024. 2024, ça a été une année très, très riche, très, très importante. On nous parlait de l'ère du Verseau, l'ère de vérité, et cette année, il y a eu beaucoup de vérité. Il y a eu beaucoup d'éveil également. Donc on va faire un petit récap de tout ça. On va essayer de parler de maximum de choses. Entre autres, pour débuter, on va parler, malheureusement, des homicides et également les accidents qui se sont effectués tout au long de l'année, en 2024. Je rappelle, 24 homicides en 2024, 17 morts sur les routes. Majoritairement, beaucoup d'hommes, souvent, encore. On rappelle également que la Martinique, c'est le territoire le plus vieux de France. On rappelle, je crois, le deuxième plus vieux territoire au monde après le Japon. Donc c'est pour dire qu'une population vieillissante, une autre population qui meurt à travers des homicides sur la route, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça aussi. Alors moi j'ai 23 morts sur la route, 17 motards. 17 motards, tout à fait. Voilà, j'ai 23 morts sur la route. Alors c'est toujours effectivement triste de parler de ces chiffres-là. Cela dit, je trouve que quand on ne parle pas d'une donnée qui est particulière, c'est ce qu'on appelle les comportements à risque qui sont fondamentalement masculins. C'est-à-dire que dans les 23 meurtres, par exemple, il y en a 16 par arme à feu et les 16 fois, ce sont des hommes qui tirent, en fait, qui sont derrière la gâchette, justement. De toute façon, l'écrasante majorité, effectivement, des homicides, ce sont des hommes. Comme on le dit souvent, en prison, ce sont à 92%, je crois, des personnes qui occupent la prison du COS, ce sont des hommes. Et pareil, sur la route, du coup, ce sont majoritaires. Enfin, c'est même pas majoritairement, c'est vraiment une écrasante majorité d'hommes qui meurent aussi au volant. Et je pense qu'on ne met pas assez en lien le fait que les hommes ont plus tendance à avoir des comportements à risque qui sont validés par la société en temps normal. Je parle par exemple du volant, le fait de rouler assez vite sur la route. Quand je me retrouve avec mes potes, c'est rare en fait qu'on ait entre nous justement, qu'il y en ait un qui raisonne l'autre à lui dire mais Molly, machin, tu n'as pas besoin de conduire comme ça sur la route. Non, au contraire, ça va même jusqu'au concours de vitesse qui peut arriver à certains moments. Ça c'est Fast and Furious, ça. Non, c'est pas un effet Fast and Furious. Ça a commencé bien avant. Parce qu'on a une consommation, notamment dans le tuning, on a un rapport en tout cas à la voiture qui est bien particulier. Et le rapport des hommes martiniquais par rapport à leur voiture, dans l'entretien et aussi par rapport à la vitesse est particulier. Mais ça, en fait, on n'en parle pas. À chaque fois, justement, que j'entends notamment la préfecture dire que c'est qu'on appelle ça, c'est leur point prioritaire en Martinique. C'est les accidents de la route, c'est la sécurité routière. Et que je vois en fait que la réponse qui est donnée, c'est souvent mettre des radars sur les lieux qui sont soi-disant les plus accidentogènes. Moi, ça me pose question de voir que, en fait, on a quelque chose qui statistiquement est difficile à contredire et pourtant, en fait, on n'en parle pas. On ne parle pas en fait du fait que, à l'écrasante majorité, ce sont des hommes qui tuent sur la route et qui tuent par arme à feu ou par homicide.
Donc, il y a un problème de masculinité. Je pense qu'il faut vraiment qu'on le mette en fait au débat et qu'on arrête en fait de faire comme si c'est pas quelque chose qui existe. Et ça fait des années que c'est comme ça. Et ça fait des années en fait que dans le débat public, on parle très peu de la responsabilité en fait du comportement masculin et de comment c'est validé socialement pour la voiture, pour les meurtres par arme à feu. C'est le fait que des fois, quand il y a de la violence physique, on va en fait chercher des circonstances atténuantes, voire même à chercher, mais pourquoi il en est arrivé là, etc. Écoute, à un moment donné, si déjà on ne remet même pas en question le fait que quelqu'un tue une autre personne ou est violent physiquement envers une autre personne, je trouve en fait que c'est dommage. Je tiens à rajouter également par rapport aux homicides, c'est souvent des jeunes, très très souvent des jeunes, et par rapport également aux accidents sur la route, c'est une partie qui pourrait être des pères de famille, qui sont souvent des pères de famille, ou qui pourraient avoir également des enfants. Donc ça reste encore une génération qui continue, parce que quand j'ai fait l'allusion avec le vieillissement de la population, c'est également lié. Karine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Alors, par rapport à ce que tu disais, on a quand même la réponse de la préfecture qui est ultra étonnante. La réponse que l'on a donnée à ces problématiques-là, ce sont les radars. Nous rappelons que nous sommes le premier territoire de France avec des radars tourelles. À croire qu'il n'y a que chez nous qu'il y a autant d'accidents. Sachant que les radars tourelles, ça rapporte... j'aurais bien aimé savoir ce que ça rapporte d'ailleurs. N'est-ce pas? On pourra poser la question à notre cher préfet. En revanche, on ne parle pas ni de la qualité de la chaussée, ni du fait que certaines routes soient problématiques. Il y a des fois un manque de signalisation, un manque d'entretien, un manque d'évacuation d'eau sur les routes, ce qui renforce la dangerosité. Et puis, on n'a pas parlé non plus à la préfecture du prix de l'entretien des véhicules, que ce soit moto ou auto, ou même camions et autres. Le prix de l'entretien et des pièces détachées de nos chers véhicules en Martinique, chers vraiment dans le sens, dans les deux sens, est vraiment problématique. Et quand on sait que le magazine Turbo avait fait en 2020, avait publié, mais ça a été, les informations ont été recueillis en 2019, mais ils ont publié ça en 2020. Ils avaient fait une enquête sur le prix de tout ce qui est automobile chez nous. Et dans les conclusions, les prix étaient multipliés entre 2 et 16 fois le prix des pièces vendues dans l'Hexagone. Donc vraiment, c'est problématique. Et on a le droit de se poser ces questions-là aussi. Est-ce que quand c'est rendu de moins en moins accessible, est-ce qu'on peut garantir la qualité des véhicules, la qualité de l'entretien et donc la sécurité des Martiniquais? Je pense que par rapport à la vie chère, pour faire le lien, ça prend tout son sens quand on parle de sécurité. Le fait que ça reste accessible, ça garantit la sécurité de tout le monde, y compris la sécurité de la personne qui n'est pas dans le véhicule. Donc ça aussi, il faut y penser. J'aimerais aussi qu'on pense à faire le rapprochement avec la consommation d'alcool et de stupéfiants. Nous savons très bien que dans notre société, la consommation d'alcool est très en vogue et chez les jeunes, voire très jeunes, dans des plus grandes quantités que ce qui était auparavant. Et là aussi, je pense que nous avons un travail à faire d'éveil et de conscientisation dessus, parce que c'est un peu comme la cigarette. On rentre dedans un peu avec un effet de groupe, et en fait, c'est difficile de se défaire un petit peu de tout ça et de se raisonner pour individualiser les comportements, pour se responsabiliser. Et là aussi, même de manière intergénérationnelle, on a un travail à faire, pour ne pas dire surtout intergénérationnel. Et puis, on a parlé des homicides. J'ai une pensée toute particulière pour toutes celles qui ont été violentées, donc les violences faites aux femmes, les violences conjugales entre autres, mais les violences faites aux femmes dont on parle de manière épisodique dès qu'il y a un drame, mais il y a quand même des initiatives associatives et autres qui sont mises en place, et pour les femmes qui ont été victimes de ces violences, mais aussi pour accompagner les hommes dans les soins psychologiques qui peuvent être mis en place, et puis des comportements de groupe également pour les thérapies.
Et ça, il y a un travail qui est effectué avec certaines associations, donc par exemple votre association aussi. Les cercles d'hommes, mais on constate quand même bien que c'est pas quelque chose qui est qu'on n'a pas ça. Il n'y a pas foule de personnes qui se présentent au cercle, sauf dans les cercles où il y a des sujets qui buzzent, on va dire. Mais sinon, justement, quand on parle de santé mentale, donc on en a parlé par exemple au mois de novembre, parce que aujourd'hui c'est institutionnalisé le fait qu'il y ait Novembre Bleu, qui fait qu'on parle de la santé masculine notamment. Mais sinon, quand on prend justement l'année 2024, quand on a parlé de charge mentale ou de santé mentale des hommes, c'est quand il y a eu des suicides. C'est quand, en fait, la personne a déjà passé le pas. Donc, à ce moment-là, il y a toujours des petits appels qui se font comme ça sur les médias pour dire « Oui, les gars, il faut qu'on se livre sur nos problèmes, etc. » Nous, on fait des cercles tous les mois. C'est pas pour autant qu'il y a de l'affluence dans nos cercles. Et on côtoie toujours des hommes. On leur dit toujours « Vous pouvez venir au cercle. » Et il y a toujours X raisons qui nous est donnée pour ne pas venir parler. Là, c'est même pas un espace thérapeutique. C'est un espace où on parle. On débat justement de ce qui touche à la masculinité en Martinique. Quand on fait aussi des cercles mixtes, donc c'est pas que des hommes, mais on échange aussi avec des femmes, il n'y a pas foule en fait. Ces événements-là qui sont liés à la psychologie et aux soins, en tout cas psychologiques notamment, on remarque bien que la majeure partie des participants sont des femmes. D'ailleurs, même la page des cercles d'hommes qu'on anime, c'est monté à 64% des personnes qui nous suivent, ce sont des femmes. Alors que c'est une page qui est faite justement pour que les hommes puissent pouvoir savoir quand est-ce qu'il y a les cercles, etc. 65% des fois, en fait, ce sont les followers, ce sont des femmes. Il y a un travail qui s'effectue en prévention, mais malheureusement, les gens ne suivent pas forcément. Ce qui revient régulièrement, puisqu'il y a différentes associations qu'on a pu inviter, il y a des sensibilisations qui s'effectuent, mais ça fait pas foule, il n'y a pas foule par rapport à ça. Il y a aussi le rapport à la femme qui est en perpétuelle évolution. Il y a beaucoup plus de femmes en Martinique que d'hommes, donc les relations conjugales sont des fois tumultueuses, donc il y a etc. de facteurs dont il faudrait tenir compte. Il y a des problèmes aussi historiques de par l'esclavage aussi. Absolument, voilà. Il faut d'abord connaître notre histoire pour identifier les troubles et pour aussi ensuite ajuster nos comportements en pleine connaissance de cause. Et là aussi, on espère que progressivement, notre société, avec toute l'agitation qui règne déjà, va se remettre un petit peu de tout ça et va pouvoir... On est dans une phase de changement. J'ai bon espoir. Je pense qu'on est à la croisée également. Effectivement, la croisée des changements. Je pense qu'au fur et à mesure, avec toute l'agitation qui règne, on est rentré dans une conscientisation, dans un éveil en tout cas. Les gens sont beaucoup plus ouverts aux informations qui circulent. Ils sont beaucoup plus à l'affût du fait de réfléchir à certains thèmes, pas tout simplement d'accueillir l'information, mais aussi d'aller chercher, de creuser derrière, d'essayer de faire des connexions entre les différentes informations pour décrypter un petit peu. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que le changement s'installe. C'est une belle transition par rapport au prochain sujet où nous allons parler de l'activité militante. Parce que effectivement, il y a eu un éveil. C'est même pas depuis cette année. Je constate depuis 2020 à peu près avec le mouvement RVN, depuis le Covid. Depuis le Covid également, depuis le chlordécone également et le non-lieu, les gens constatent, même si qu'ils ne le constataient pas, même si qu'ils n'avaient pas forcément la fibre militante, mais ils constatent qu'il y a un je m'en foutise de certaines personnes par rapport au peuple. Et ensuite, ça crée tout ça, et ça crée une activité militante qui j'ai envie de dire, qui commence à grossir au fur et à mesure. J'appelle ça comme une minorité grandissante. Pas forcément une majorité, mais des gens qui, comme tu disais, en éveil. Concernant l'activité militante, comment tu le constates de ton côté ? Bon, évidemment que, ça on va en reparler juste après, à partir de septembre, il y a des choses qui se sont accélérées. Sinon, sur le reste de l'année, ce que je constate, c'est le fait qu'il y a des petites poches qui se créent effectivement par-ci par-là et qui grossissent au fur et à mesure. Bon, je répéterai toujours que de soutenir la SOPAMA par rapport au travail qu'il fait et justement par rapport au vol des terres, par exemple, en tout cas la question des terres, en tout cas en Martinique, la propriété, l'affaire Pinto, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup fait bouger les choses et on a mis le doigt sur un sujet de fond qui est notamment la corruption organisée qui est faite autour justement des terres et des propriétés en fait des Martiniquais. La structure également de ce vol organisé
Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit justement une corruption organisée qui date en fait depuis des années. Et on a pu justement toucher du doigt pendant l'affaire Pinto, qui a créé énormément de remous et qui a permis en tout cas effectivement de sensibiliser à ce niveau-là. Donc ça, c'est une chose qui est positive. Et j'espère que ça va entraîner le fait que les grands justement de la Sopamar vont grossir et qu'on va pouvoir par exemple réussir à faire stopper la construction des 3 centres commerciaux qui sont en train d'être construits en fait alors pas en catimini, parce que ça se fait quand même au grand jour, parce que justement il y a des associations qui le démontrent, mais on constate quand même, parce que je suis passé au Vauclin il y a quelques mois, et là je suis repassé encore la semaine dernière, et le chantier a accéléré de façon extraordinaire. Donc justement, pendant qu'on était concentré sur d'autres choses, en fait ça a poussé. Et ensuite, c'est aussi les combats justement des personnes qui représentent tout ce qui sont les LGBTQIA+, en tout cas, donc à travers Cap Caraïbes, à travers des expositions qu'ils ont fait à Fort-de-France, à l'Atrium. Donc il y a cette voie-là aussi qui commence à pousser et qui fait que ça nous sensibilise de plus en plus à pas seulement l'homophobie ambiante qui peut régner, parce que concrètement, moi j'ai vu une grosse évolution entre les années 90, début des années 90 en tout cas où je suis né, et aujourd'hui où concrètement il y a des événements qui se font où c'est totalement gay-friendly, il y a pas de souci sur le fait que les personnes qui ont une orientation sexuelle homosexuelle en tout cas, ben en fait cohabitent dans l'espace public avec moins de difficultés que, en tout cas c'est moins tabou. En tout cas, je dis pas que les difficultés sont résolues, mais c'est moins conflictuel et moins tabou que dans les années 90. Donc il y a une évolution. Mais il faut encore passer le pas, notamment de comment on inclut les personnes qui sont LGBTQIA+, dans les combats militants. Ça, en fait, c'est un gros tabou. On n'en parle pas dans les sphères militantes. On essaie d'éviter le sujet en disant que c'est pas la priorité, etc. Mais je pense que c'est une priorité. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté parce que, en fait, ce sont des Martiniquais. Et, en fait, comment on les inclut dans le combat martiniquais. Et c'est la même chose, en fait, avec les causes féministes. Ça commence à évoluer, effectivement. Ça change. Il y a de plus en plus d'associations qu'on voit, qui sont visibles, qu'on peut repérer, etc. Avec le fait aussi que Mme Bellé et Mme Chonville soient passées aux législatives. Donc, c'est très bien. Maintenant, dans les sphères militantes, je n'ai pas encore vu, en fait, ce lienage-là entre la convergence des luttes. Je ne trouve pas en fait qu'elle est encore effective à ce niveau-là. Donc je suis content effectivement qu'il y ait ces poches de résistance et militantes qui se font dans différents domaines, mais j'aimerais en fait qu'on puisse arriver à converger. Tout à l'heure, tu parlais du centre commercial au Vauclin. Il y avait un convoi, je crois que c'était au mois de novembre. Le 10 novembre. Le 10 novembre. Il y avait le premier. Le premier, c'était le 10 novembre et le dernier s'est fait ce dimanche, le dimanche 15 décembre. Un convoi qui était parti de Carrière. Absolument. Ensuite, Cocotte, non pas Cocotte. Non, Carrière, Saint-Esprit et le Vauclin. Le terminus du convoi, c'était aux Salines. Aux Salines pour dénoncer la prédation économique des promoteurs sur le site des Salines. Donc on parlait d'activités militantes, entre autres, tu y étais. Je crois que tu étais également investigatrice, il me semble. Tout à fait. Tout à fait. Alors tout d'abord, par rapport à l'activité militante, je tiens à transmettre mes respects aux militants parce que très souvent, ils sont pris pour des marginaux dans la société, pour des gens qui n'ont rien à faire de leur temps et ce sont des échos que l'on a de personnes qui se prennent pour trop bien pensantes pour s'impliquer dans ce genre de lutte-là. Et j'ai beaucoup de respect pour les militants parce qu'ils investissent énormément d'énergie, de temps, d'implication personnelle dans des causes nobles. Dans des causes nobles. Et dans des causes qui impactent tous les Martiniquais, alors qu'ils sont très peu à être militants et à rester sur le terrain et à surveiller les choses de manière à garantir un contre-pouvoir par rapport aux abus de ceux qui en ont trop, justement. Donc déjà, je tiens à transmettre mes respects aux militants. Ensuite, par rapport, on va parler du convoi Noubon-Épissa. Donc, le convoi Noubon-Épissa, c'est un ensemble d'associations, de syndicats et de partis. Donc, d'abord le Modémas, ensuite Utile, qui n'est pas encore très connu, mais ça va venir, Ultramarin, Territoire Indépendant, Liberté, Écologie et Solidarité, qui est à la base une association citoyenne qui se base sur de la démocratie participative pour travailler avec les députés de là-bas pour défendre nos spécificités locales.
On a sauvé la vie saline. On a la Sopamar, bien sûr, la Sopamar. Le RPRAC, le syndicat des jeunes agriculteurs, le syndicat des agriculteurs empoisonnés, la CGTM, les associations des commerçants de Ducos, du Saint-Esprit, du Vauclin et de Sainte-Anne, et des militants qui se sont joints à nous. Il y a aussi Résistance et une autre association dont le nom m'échappe, je demande pardon pour ça. Mais en tout cas, nous sommes rassemblés et on nous a communiqué un certain nombre de renseignements. Et dans les 3 projets qui ont été dénoncés, donc celui de Ducos, celui du Saint-Esprit et celui du Vauclin, il s'avère qu'on a prévu des centres commerciaux sur des terrains agricoles déclassés à cet effet, qui sont tous en zone inondable. En particulier, à Ducos, nous avons 7 espèces protégées sur ce terrain. Le terrain a une nappe phréatique dans ses sous-sols. Il est bordé d'une rivière et il est en amont de la mangrove. Ça veut dire que si on pollue la rivière, on tue la mangrove. N'oublions pas qu'à Ducos, il y a aussi Génipa qui a été construit sur la mangrove. Donc, c'est déjà problématique. La mangrove de Génipa est déjà en danger puisqu'elle est déjà un peu polluée. Entre Génipa et puis là où la rivière qui passe à côté du futur projet, il y a aussi de la mangrove. Et entre les deux, nous avons le quartier Cocotte où les maisons sont pratiquement au niveau de la mer. La seule chose qui empêche le recul du trait de côte, c'est la mangrove. Donc si on tue la mangrove de part et d'autre, vous comprenez bien que l'écosystème qui protège ces maisons-là est en danger et que les maisons, les habitations elles-mêmes sont en danger. Tout à fait. Donc, pour des raisons socio-économiques, parce que quand on implante un centre commercial à l'entrée des bourgs, il y a forcément des problèmes de concurrence, sans compter les règles de la concurrence qui ne sont pas très respectées. Bref, il y a des conséquences socio-économiques et il y a aussi des impacts environnementaux. Quand on artificialise les sols, on empêche au sol d'absorber l'eau qu'il y a en trop. Donc l'eau se répand là où il y a de la construction autour, que ce soit des habitations, des entreprises. L'eau n'est plus captée par les nappes phréatiques qui s'assèchent, donc nos réserves d'eau baissent. Mais en plus de ça, on tue la nature et on abîme nos constructions avec ça. Donc c'est comme ça que cela donne lieu à des glissements de terrain par-ci, des fragilisations d'immeubles par-là. Enfin, il y a toutes sortes de problèmes. Au Saint-Esprit, on a dévié le lit de la rivière. Au Vauclin, c'est une terre marécageuse. Bon, petit détail pas très glorieux. Pour les 5 hectares qui ont été vendus à 28 € le mètre carré, franchement, c'est une honte. Je crois qu'on avait proposé 17 € à la base. Après, ça se monté à 28 € parce qu'il y a eu un appel de l'opposition. Ah, donc, c'est... donc voilà. Mais même ça, sur des marécages, bien sûr. avec une mise hors d'eau aussi importante, toutes les habitations qu'il y a autour, sachant déjà que Château-Paille, c'était déjà borderline avant d'être habité, ça l'est encore plus maintenant. À un moment, si on construit partout, on va se demander ce qu'on va manger. On ne met pas suffisamment de terre à disposition pour nos agriculteurs qui exercent une profession très noble, nous nourrir. Quand même, il faut avoir énormément de reconnaissance envers nos agriculteurs. Et par contre, on met des terres à disposition de construction dont on n'a pas vraiment besoin. Je pense que les Martiniquais peuvent vivre dans des maisons parce qu'il y a énormément de biens individuels en indivision. Je pense qu'on a aussi des terres qui sont encore fertiles parce qu'on arrive à importer des produits qui sont plus empoisonnés que chez nous. Donc ça veut dire qu'on peut encore consommer le fruit de notre terre nourricière. Et puis, je pense que malheureusement, pour en revenir à l'activité militante, nous sommes encore trop peu nombreux à être sur le terrain pour défendre l'intégrité de toute la Martinique et de tous les Martiniquais. Et ça, il faut vraiment que les gens comprennent qu'on a besoin de tout le monde pour faire bouger les choses. À partir du moment où on manque d'unité, nous sommes face à des interlocuteurs qui, eux, ont du pouvoir financier et qui, sans pression, ne vont absolument pas reculer.
Ça se passe chez nous, mais ça se passe ailleurs aussi, hein. Donc, il faut que chacun se responsabilise parce que quoi qu'il arrive, on a la société qu'on mérite. Pas individuellement, mais à l'échelle collective. Pour mériter mieux, il faut que tout le monde mérite mieux. Et donc, si on mérite mieux, il faut se faire respecter, il faut faire respecter nos opinions. Donc, c'est aussi le rôle du militant. Et c'est parce qu'il y a une augmentation des inégalités et des injustices en Martinique qu'il y a un nombre croissant de militants, et ça, j'en suis quand même contente. Je suis contente aussi de voir que parmi les militants, il n'y a plus cette lutte des classes. Les gens se retrouvent, quel que soit... mais par exemple, je pense à Christophe, qui est infirmier, qui est parmi les militants. Enfin, il n'y a plus cette barrière-là où on se dit non, mais lui, il ne travaille pas, alors que peut-être que la personne travaille, ils n'en savent rien. Hein. Lui ne travaille pas, il a le temps de se consacrer à ça. Non, ça nous concerne tous et ça nous responsabilise tous et il nous appartient de nous impliquer dans des choses qui sont essentielles pour notre bien-vivre en commun. On a pu constater également ce que tu as dit tout à l'heure là, l'injustice. Le mot injustice, c'est quelque chose qui est revenu très, très frontalement. On peut que le constater avec le non-lieu, chlordécone, le glyphosate qui a été voté par l'Europe. Tout à fait. Et Hervé Peteau, par rapport à son travail, par rapport à son combat, pas son travail, son combat, il n'y a pas si longtemps. Pour le respect de ses droits alimentaires. Voilà, par rapport... Bon, ça, on va encore notre transition par rapport à l'effet Airprac. On a pu constater des injustices, des incohérences. Donc c'est normal, comme je disais, que le mouvement militant ne peut que s'accroître. Et là, on va continuer avec l'effet Airprac. L'effet comme un ouragan. Au 1er septembre, on a pu constater, on a pu avoir certaines vérités. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, là. Oui, c'est clair. Je pense que déjà, c'est au niveau du nombre. Le fait qu'ils ont mobilisé une somme très importante, effectivement, de personnes derrière eux. Donc, c'est une chose qui est déjà intéressante parce qu'effectivement, on parlait des autres combats où, numériquement, on a la sensation sur le terrain qu'on est peu nombreux. Concernant le combat du Airprac, effectivement, là, c'était beaucoup plus flagrant qu'il y a du monde qui suit, il y a du monde, en fait, qui s'implique. De plus en plus de personnes qui s'impliquent. Donc, c'est déjà une bonne victoire. Une autre victoire, c'est que c'est l'utilisation de certains outils sur les réseaux sociaux, en tout cas, pour pouvoir arriver à communiquer. Et clairement, en fait, ça fait la différence, je pense, par rapport à d'autres mouvements militants, où le fait de passer par directement exposer sa pensée et qu'elle soit disponible à la majeure partie, effectivement, des personnes qui vont regarder les lives ou autre chose, ben, ça a montré effectivement que c'est important en fait, de communiquer, et la façon de communiquer, ça a son importance, et ce que ça permet effectivement de toucher un nombre conséquent de personnes. Bon, le fait que la vie chère, évidemment, c'est quelque chose qui touche tout le monde, c'est quelque chose qui est palpable, qui est visible, qui est direct. Je pense que une des choses qui fait que sur le chlordécone on a perdu du nombre, c'est aussi le fait que c'est moins palpable. On sait, mais c'est moins... Voilà, on ne touche pas du doigt comme on peut le toucher du doigt concernant la vie chère, puisqu'il suffit d'aller faire ses courses quotidiennes pour se rendre compte que c'est onéreux. Et ça a permis aussi de faire les tables rondes, parce que je pense que c'était aussi judicieux de pouvoir voir le comportement de tous les acteurs autour de la vie chère, parce que je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup frappé en 2009, mais en Guadeloupe, parce que moi, effectivement, j'y étais et que j'avais pu suivre des tables rondes qui s'étaient faites en Guadeloupe. En Martinique, je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, il faut que je revérifie s'il y en avait eu. En tout cas, elles n'avaient pas eu le même impact que celles en Guadeloupe. Donc là, ça permet effectivement de voir concrètement le comportement des personnes qui sont autour de la route, et ensuite la conséquence, c'est-à-dire qu'une fois que c'est terminé et que la table ronde est terminée, de voir qui était finalement un allié de circonstance et qui est réellement un allié, ou tout simplement qui est totalement un ennemi. Et qui a du pouvoir, qui n'a pas du pouvoir aussi. Voilà. Parce qu'on a pu constater que beaucoup de choses ont été dites, et puis là, ça s'arrête à 7%. Mais bon. Bon, voilà, en tout cas, la transparence. Là, ça a mis le point sur le fait que la transparence est importante et que là, le peuple a besoin en fait de savoir concrètement ce qui se passe, et pas que les choses se passent dans des bureaux en amont ou en aval et on n'est pas du tout au courant. Non, là, il faut que tout le monde puisse le voir et ne pas transiger là-dessus. Parce que j'ai pu assister à des choses comme ça en 2021, quand il y avait eu les barrages, où il y avait eu des volontés que certains propos, certaines tables rondes en tout cas, soient filmées, et c'était une fait de non-recevoir. Mais une fois que les personnes en face disaient non,
bon, on disait ok, bon, on va quand même s'attabler et ensuite faire un résumé aux personnes qui sont à l'extérieur. Là, c'est non. Là, c'est niet. Et je pense que c'est une avancée. Il faut qu'on reste là-dessus. Okay. Quand on fait des négociations, il faut que ce soit transparent et que la population puisse être au courant et qu'on ne nous sorte plus justement l'excuse qu'ils ont pu donner à un moment donné de ouais mais ils vont pas forcément tout comprendre, vous savez, c'est beaucoup de chiffres, etc. Non, justement, c'est d'impliquer le Martiniquais quel qu'il soit et on est tous en capacité de comprendre. C'est plutôt à vous justement de réussir à vulgariser et d'user de pédagogie pour faire comprendre des choses qui sont compréhensibles de tout le monde. Et il faut que tout le monde soit au courant puisque nous sommes 10 citoyens, donc on est censé avoir justement un pouvoir de décision et un pouvoir en tant que citoyen. Et enfin, la dernière chose, par contre, qui est beaucoup plus triste à mon niveau, c'est le fait que ça a permis le retour des CRS en Martinique et que malheureusement, il n'y a pas eu la même levée de bouclier qu'il y a pu avoir justement après les événements de 59 pour qu'ils puissent être éjectés. 59, ouais. Et devant en fait que c'est quand même passé et que du coup ils sont toujours sur notre territoire et que même il y a d'autres compagnies qui voilà, c'est CRS de 1 à 99 83 donc tous les CRS du monde en tout cas de France peuvent venir en Martinique. Ça me désole parce que du coup c'est une conséquence qui est désastreuse parce que ça permet beaucoup plus de répression et qui dit plus de répression dit qu'à un moment donné ça joue dans l'esprit de certains de nos compatriotes sur le fait de venir au terrain parce qu'ils savent personnellement qu'en face, en fait, les forces sont disproportionnées par rapport à celles qu'on a. On a pu faire entre autres une thématique sur l'appel à la mobilisation. Exactement. Où on a pu voir les gens qui pouvaient être motivés mais également qui pouvaient être freinés, par rapport à le fait de se mobiliser. Les faits après, te concernant, quels sont? Alors, pour commencer, j'aimerais parler de l'historique. Parce que il y a eu différents combats avant la création du RPRAC. Il y a eu l'affaire Pinto, il y a eu l'affaire Moïse Lumengo. Pareil, il y a une injustice avec les vols de terre. Il y a eu l'affaire de Madame Rémillon. Il y a eu tu te rappelles ? Il y a eu l'affaire Emmanuel Argot aussi, un élu martiniquais qui a été agressé et tabassé sur la place publique par des collègues du conseil municipal, mais RN, dans la ville de Thésée, dans le Loir-et-Cher. Il y a eu pas mal de causes nobles qui avaient été défendues avant la création du RPRAC. Et il y a eu différents thèmes qui ont été approfondis. Et la vie chère est venue progressivement. Ensuite, avec la vie chère, on a pu voir, parce que ça a été exposé sur les réseaux, les vraies différences de prix qui ne nous sont pas toujours communiquées comme il faudrait. Si on ne va pas à l'information, sachant que les informations peuvent être divergentes d'une source à l'autre, on n'a pas les vraies réponses. Tandis que là, ça a suscité un véritable travail de recherche, y compris d'indépendants, et on a pu voir qu'il y a plus que l'octroi de mer, qu'il y a plus que quelques taxes, et que, par exemple, l'octroi de mer est moins important en Guadeloupe qu'en Martinique, et pourtant les prix sont 2% plus hauts qu'en Martinique. Donc l'octroi de mer fait partie de l'équation, mais n'est pas responsable seul. Aux tables rondes, d'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir y assister pour présenter des mesures relatives à la santé suite à des conclusions d'un rapport parlementaire qui est en cours de préparation. Et j'ai pu constater que les échanges, il y a eu des échanges, mais est-ce qu'on a vraiment mis ce qu'il fallait sur la table? Je ne suis pas professionnelle, mais je me pose des questions parce que au final, on a vu que l'État était prêt à faire des efforts, que les collectivités étaient prêtes à faire des efforts, mais la base, et on se disperse beaucoup en parlant de problèmes de personnes, etc. Un tel, c'est pas comme ça qu'il devait faire ci, ou une telle, c'est pas comme ça qu'elle devait faire ça. Mais en réalité, si il y avait eu la publication des comptes de la grande distribution, 4 mois plus tard, on n'en serait pas là. On aurait pu, avec des chiffres, pointer le doigt exactement sur ce qui ne va pas. Peut-on se poser la question de la nécessité de 13 intervenants
entre le hangar du Havre et le port de commerce de Martinique. Il n'y a qu'un seul océan. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. À quoi servent les 13 intermédiaires qu'il y a? Si ce n'est de ramasser quelques pourcents à chaque fois pour légitimer des différences de prix. Sachant que les 13 intermédiaires font partie souvent du même groupe. Mais bien entendu, sinon ce ne serait pas drôle. Donc, déjà, j'ai trouvé que malheureusement, on s'est beaucoup éparpillé. On a essayé de nous disperser dans des considérations de personnes. Et dès qu'il y a une lutte cruciale comme ça dans une société, c'est ça, on divise avec des sujets qui n'ont rien à voir avec la solution. La solution ne réside pas en une seule personne, la solution réside dans la capacité à trouver un consensus pour l'appliquer, pour répondre aux besoins de la population. Malheureusement, comme là il s'agit d'argent et que les intérêts sont multiples et variés et partagés dans un petit cercle de personnes, et bien du coup, ces petits cercles de personnes qui ont l'habitude de s'entendre entre elles continuent à s'entendre entre elles. Et le pouvoir décisionnel est dans leurs mains. Donc, tant qu'il n'y a pas comment dirais-je, de pression sociale et idéologique, ça dit pas ouais, je sais pas qu'à faire mal, ça fait pas mal à mon portefeuille. Je vois pas pourquoi ça changerait. Vous voyez? Donc, le souci, pour moi, réside là-dedans. Si on a des chiffres, parce qu'on a dit oui, on peut baisser de 5%. Ah non, on peut baisser de 20%. Ouais, mais ça aurait été bien de baisser de 50%. Comment fait-on pour connaître exactement la possibilité de la baisse si on n'a pas de chiffres? Sachant que si toi, tu as une entreprise, que tu ne veux pas publier tes comptes, rien n'empêche à l'État de réquisitionner ce qu'il y a dans ton entreprise pour chercher les informations lui-même. Aux États-Unis, si tu ne donnes pas tes éléments comptables à l'État, on envoie le FBI. Pendant ce temps, ton entreprise est paralysée. Ça peut durer une semaine comme ça peut durer 2 ans. Et tant pis pour toi, tant pis pour ton entreprise. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Arrêtons de nous disperser, soyons fixes sur nos objectifs. On sait que la vie est chère, on sait qu'on abuse de nous, on sait que ça crée d'énormes inégalités dans la société qui sont source de précarité, et la précarité est source de violence. C'est la porte ouverte à l'argent facile, c'est la porte ouverte à toutes sortes de comportements à risque. Et pour retrouver une sérénité dans la société, à mon avis, il aurait fallu que l'on puisse rétablir un peu d'égalité et d'équité dans cette société. Certains diront qu'il y a aussi également, c'est une affaire de pacte aussi entre l'État et une caste. Oui, bien entendu. Historiquement, il y a le pacte colonial qui aussi est sous une autre forme actuellement, mais qui est toujours en vigueur. Quand on sait que l'État privilégie tout ce qui doit nous être importé au détriment de tout ce qui peut être produit sur le territoire, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Regardez la production de sucre en Martinique. Une industrie sucrière qui est morte, et puis on est obligé d'acheter du sucre de l'extérieur, alors qu'on a de la canne. On se demande à quoi sert notre canne. Et puis quand on apprend que notre canne est produite ailleurs, etc., on peut se poser un certain nombre de questions. Système d'habitation. Oui, c'est clair. Comme je rappelle toujours que le CIRAD a noté dans son titre que le système de plantation se perpétue à travers l'agriculture dans les Antilles Guyane. Donc il ne faut pas être étonné. Voilà. Il ne faut pas être étonné. Tout à l'heure, tu parlais de la table ronde, tu y étais? Oui. Il y avait également un certain chanteur, un grand chanteur qui a fait un gros concert en Martinique, Kalash. Et ce concert s'est effectué pendant les grandes vacances, le mois de juillet, en août. Il y a eu pas mal de personnes. On a pu voir également, on a pu sentir également la popularité de cet artiste. S'il y a eu un concert comme il est, parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais ça fait partie également du récap 2024. Il y a eu près de 20 000 personnes. 23 000 personnes. Des moyens comme il n'y a jamais eu en Martinique. Des images, des drones. C'était vraiment, pour ceux qui y étaient, ils ont pu voir.
votre ressenti par rapport à ce concert-là. Le concert, je dirais le concert de l'année en Martinique, même plus. Oui, on peut peut-être dire de la décennie, bref. On peut aller loin dans cela. Effectivement, artistiquement parlant, y a rien à dire. Alors avant quand même de détailler, je voulais quand même faire un petit clin d'œil sur le fait que pendant qu'on va parler justement là du concert de Kalash, que l'ex-femme de Ingrid Littré, il y a un livre en tout cas qui donne sa version, qui est écrit par son avocate Maître Marcelli, qui est actuellement disponible, l'ouvrage. Donc c'est juste pour pouvoir aussi équilibrer le poids de... Mais là on parle du concert là. Oui, non, mais je tiens quand même à le dire, parce que justement, on a tendance pour d'autres personnes à dire qu'il faut pas séparer l'artiste dissocier. Et puis, non, moi, je suis pour ne pas être hypocrite tout con, quelle que soit la personne, en fait, qui est ciblée. C'est soit on le fait pour tout le monde, soit on le fait pour personne. Pour moi, en tout cas. Donc, je tenais quand même à le dire. Maintenant, concernant le concert, ce qui est intéressant à titre personnel, ça a été le fait que ça peut permettre de rompre avec un schéma du net contre net. Et surtout de la fameuse jalousie qu'on nous vend, en tout cas, qui est un gros stéréotype entre nous et que du coup, entre nous, on ne peut pas réussir. Kalash et son concert prouvent que par nous-mêmes, on peut réussir à organiser un concert où on peut même acheminer un service de transport qui est plus ou moins efficace. Il y a qu'à la Sorrenti où il y a eu un petit cafouillage, mais ça s'est bien passé. Un service d'ordre sans aucun problème. À la croisée de quartiers qui, soi-disant, sont archi dangereux, etc. Donc, la croisée de ce quartier-là. Et que ça s'est bien passé du début justement à la fin au niveau logistique, au niveau organisation. Ça, c'est la première chose. Et qu'en plus, il n'a fait justement appel à aucune personne qui fait partie de la grande distribution ou qui est dans la caste justement qui abuse en tout cas de leur pouvoir. Donc ça prouve que c'est des choses qui sont possibles. On se rend compte, 23 000 personnes à un endroit, il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait tout ce qui était logistique, sans faire appel à cette caste. Ça prouve que c'est possible. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça nous donne justement des arguments pour pouvoir montrer que, ben oui, en fait, on peut se débrouiller sans. Et on peut très bien faire des choses assez bonnes, d'ailleurs, satisfaisantes en tout cas, sur plein de points de vue avec notre seul génie martiniquais. Donc moi, je répète toujours qu'on a un génie et ça fait partie des choses qui montrent que justement, on en a un et qu'il faut en fait toujours le cultiver. Que ce soit dans les domaines pas seulement musicaux, mais aussi les domaines de la vie de tous les jours. Voilà. Karine, tu étais au concert? Non. Honnêtement, non. Mais après, je salue la performance que c'est d'organiser un tel concert en Martinique. Ça veut dire que nous sommes capables aussi d'organiser de grands événements culturels en Martinique. Nous avons la capacité logistique. Parce qu'à un moment, il y a eu des critiques par rapport au concert d'Ayana Kamura et tout ça, parce qu'il y avait eu des couacs, mais comme quoi tout est possible dès lors qu'on met un peu de bonne volonté et de moyens. Mais ça prouve qu'on est capable de faire des concerts extraordinaires à la Martinique et pourquoi pas un autre concert avec un artiste international. Moi, je suis très ouverte à ça et j'ai hâte. On continue? Mm-hmm. La flamme olympique. Alors, on a le temps? Ah non, on n'a même pas le temps là maintenant. Oui, effectivement. Il y avait tellement de choses à dire pour cette année 2024. Il faudrait 2 heures d'émission. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle ou bien... Bon, on va conclure. On va peut-être citer les éléments dont on voulait parler. En tout cas, pêle-mêle, donc il y avait la flamme en Martinique. Bon, on va pas détailler là-dessus, mais en tout cas, c'est un élément. Il y a eu l'élection de Miss France récemment, justement, qui a aussi créé du débat, en tout cas. Beaucoup de débats. Beaucoup de débats. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas pu l'évoquer, mais bon, voilà. Le fait qu'il y a le vote du Rassemblement national qui a augmenté en Martinique. L'excuse qui a été présentée par l'Église catholique par rapport à l'esclavage. Attends, avant de par rapport au vote RN, il y a quand même 12 368 voix. C'est quand même important à le dire aussi. Effectivement. Ok. Ancien FN, hein, je rappelle, Rassemblement national, avant c'était le Front national. Hein. Voilà, c'est juste une petite précision. Et le dernier événement sur lequel on voulait revenir, c'était la sécheresse pendant le carême qui a causé pas mal de coupures d'eau et qui pose toujours la question sur la gestion de l'eau qui est assez catastrophique en Martinique, même s'il y a pire, certes, mais ça reste quand même... Ça reste au Mayotte, mais ça reste catastrophique. Donc, c'était ces sujets-là qu'on voulait aborder. Je vais laisser
Je vais te laisser en fait choisir un sujet et détailler là-dessus pour conclure si tu veux. Waouh! Choisir? Comment je fais pour choisir? Bon, je vais dire une phrase rapide sur chacun des sujets. Miss France, mais quelle fierté! Quelle fierté pour la Martinique! Extraordinaire. C'était un moment, c'était meilleur que la Coupe du Monde. Enfin, pour moi, en tout cas. J'ai bien compris que c'était pas pour toi. Mais en tout cas, on a vibré, on s'est éclaté. C'était extraordinaire. Félicitations à elle et une grande fierté pour la Martinique qui a enfin une Miss France. Et qui prouve qu'on peut briller autrement que juste par l'esthétique. Elle est intelligente, elle est brillante, elle a de l'humour, elle a de la répartie, enfin vraiment extraordinaire. Et à chaque vidéo que je regarde d'elle, je découvre quelque chose. Et vraiment une immense fierté. Le vote RN en augmentation, malheureusement, il y aurait tellement de choses à dire, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Mais j'invite chaque Martiniquais qui pense qu'il vaut mieux essayer que, par exemple, on sait que le desktop, c'est pas bon pour la santé, on n'essaie pas de goûter pour voir. Donc, il faut s'intéresser à la... C'est une mauvaise comparaison, pardon. Mais il faut quand même s'intéresser à l'historique du Front National et du Rassemblement National et l'historique des personnes emblématiques de ce parti pour savoir exactement si ce sont des valeurs qui nous correspondent et si ces gens-là ont toujours été bienveillants à notre égard, si ce n'est pour des intérêts purement électoralistes, parce que le reste du temps, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que ce n'était pas aussi... Bon, on ne va pas refaire le débat, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une part de vote contestataire également Absolument, Il y a beaucoup de ça. À mon avis, il y a beaucoup de ça, mais quand on a envie de contester, on donne la chance à des petits candidats plutôt que de voter tout de suite pour quelqu'un dont on connaît la capacité de nuisance. Donc, surtout que la bienveillance... Et puis, je vous rappelle que quand il y a eu la séparation des pouvoirs à la Révolution française, on a demandé à ceux qui étaient là, qui avaient envie de décider des dispositions du nouvel État, ceux qui veulent que le pouvoir soit au peuple, aller à gauche, et ceux qui veulent la concentration des pouvoirs et des privilèges, aller à droite. Donc, on est exactement dans ça. Donc, l'extrême droite correspond à quoi? À l'ultra-concentration des pouvoirs et des privilèges. Avons-nous besoin de ça alors que la politique d'Emmanuel Macron est déjà tellement aux extrêmes? Enfin, c'est juste la différence se situe à peine au niveau de l'immigration. Mais pour tout le reste, on y est déjà dans la politique d'extrême droite. Je ne suis pas vraiment sûre que les gens aient perçu cette subtilité-là. En ce qui concerne la demande de pardon pour l'esclavage, il était temps. Il était temps et on a besoin d'élever un petit peu les consciences et d'apaisement dans la société. Il n'y a jamais eu autant de guerres, il n'y a jamais eu autant de discorde, il n'y a jamais eu autant de sujets de division. On ne sera jamais tous d'accord sur tout, mais pour un drame tel que l'esclavage, on avait besoin que l'Église catholique reconnaisse ses torts et son implication dans ce drame et qui a des effets jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc heureusement que ça s'est fait. Il était temps. Et concernant la sécheresse et le changement climatique, je vous rappelle que la Martinique est une île, qu'elle est exposée à tous les risques sismiques, cycloniques, d'éboulements, de submersion, volcaniques. Et donc, il nous appartient de protéger notre terre parce que nous sommes extrêmement vulnérables. Et la solution, ce n'est pas de construire partout. Et la solution, ce n'est pas d'empoisonner nos terres et puis de penser qu'avec de l'argent, on peut tout faire. Parce que demain, il y a une crise, une guerre, quelque chose, plus de bateaux, plus d'importation de quoi que ce soit. Il va bien falloir qu'on se mette en unité pour pouvoir subsister ensemble. Donc, j'aurais bien aimé que tous ces événements-là puissent susciter un peu d'éveil et de bienveillance dans notre belle Martinique. Beaucoup de choses pour cette année 2024. Effectivement, il nous faut 2 heures pour parler de tout ça. Oui, beaucoup de choses. Mais on a quand même pu parler de certaines choses très importantes parce que, bon, ça nous a touchés. Plus d'autres choses encore qu'on n'a pas pu forcément parler, puisque cette année était très riche. Comme je le disais, on parle de l'ère du Verseau qui
on parle de vérité. Donc, si ça commence en fin d'année, je crois, à partir du mois de novembre, donc j'imagine pour l'année 2025, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y aura encore tout plein de vérités. Et je pense que c'est important et c'est nécessaire parce qu'on est un peuple qui souhaite s'éveiller. Et je pense que aussi que le retour en arrière, je ne pense pas que le peuple soit prêt pour revenir en arrière. Je pense que là, maintenant, il souhaite avoir certaines vérités pour pouvoir évoluer et s'éveiller. Bon, moi, je vais juste faire un petit focus sur l'élection de Miss France. Alors, je ne suis pas friand de ce concours-là. Je ne le suis pas depuis... par rapport au attachement avec la force. Par rapport au fait, effectivement, qu'on élit quelqu'un qui va représenter l'État qui nous opprime. Et le fait que c'est un concours de beauté, donc les critères de beauté, c'est qui est-ce qui les dicte, etc. Bon, bref, c'est un sujet qui est vaste. Mais cela dit, même si ça ne m'intéresse pas forcément, ce qui me perturbe actuellement, c'est que en pensant sans fondement qu'elle a eu cette victoire-là du fait de notre contexte social, ça veut dire qu'une fois de plus, on retire le mérite à une femme d'avoir gagné quelque chose. Ça, je trouve que c'est dangereux. Quand on parle justement de nouvelles façons de lutter ou nouvelles façons justement d'être innovants dans notre militantisme et d'être bienveillant, quand on met ce sujet-là sur la table, on retire encore une fois le mérite à une femme qui a réussi dans son domaine. Et ça, je trouve ça problématique. Parce que, en fait, ça veut dire qu'on est toujours dans ce truc-là où, en fait, une femme a gagné. En fait, ça va passer à côté. Toute sa compétence, tout ce qu'elle a montré, justement, de par tout le travail qu'elle a mené, parce que c'est depuis 2011, la première fois qu'elle s'était présentée, par exemple, tout cet acharnement-là va passer à côté parce qu'on a des suspicions qu'elle a été élue pour nous calmer par rapport au contexte social. Moi, je dis que sans fondement, allons juste, en fait, si on suit en plus cette émission-là, ce concours-là, allons juste être contents qu'une femme ait réussi une femme martiniquaise ait réussi à exceller dans ce domaine-là. Point barre. Est-ce qu'on peut juste, en fait, se féliciter de ce type d'événement et ne pas aller, en fait, dans d'autres choses qui vont retirer finalement le mérite du succès de cette femme? Moi, ça me pose problème et j'avais envie justement d'en parler à travers les autres sujets qu'on a abordés. Et juste un petit truc concernant la demande de pardon, c'est très bien, mais c'est la première étape. L'étape d'après, c'est la réparation. Maintenant, j'aurais bien aimé justement que l'Église catholique puisse avancer sur des questions de réparation et qu'on puisse mener un débat sur comment on peut réparer, comment elle peut contribuer aux réparations. Absolument. Effectivement, parce qu'on en avait parlé avec Poupokla lors de la thématique sur l'Afrique. Je rappelle, si vous avez le temps, regardez, c'est sur les réseaux YouTube, Facebook, sur la page Zouk TV. Et effectivement, la part de réparation est très importante pour l'acheminement du processus. Le processus, voilà. Donc, voilà. En tout cas, merci Karine. Merci d'avoir participé. Merci, tu as vu. Là, c'était en mode récap 2024, mais pour l'année, je souhaitais t'inviter pour une prochaine thématique, de toute façon, pour avec grand plaisir. L'année 2025. D'accord, donc merci encore. Merci à toi. Vous la connaissez? Ok, à l'année grégorienne suivante. Il faudra qu'on fasse une thématique sur le calendrier Kalinago. Exactement. Tu m'as dit que ça commence... C'est de juin à juin. De juin à juin. De toute façon, peut-être c'est là pour ça, déconstruire, chercher de nouvelles alternatives. Eh bien, sinon... bonsoir à vous. Non. Au revoir. Excusez-moi. Je suis un petit peu désorienté. Bon, rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine thématique de Tchoupoutet. Bonne soirée à vous. Bye.